C'est pas pain de mie, c'est pandémie. C'est une putain de pandémie. On va tous mourir. Chers auditeurs de Radio Virus, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Tout de suite, nous commençons. Je vous ai déjà parlé de mes beaux-parents. Ils sont très gentils, mais toujours accrochés aux infos, ce qui transforme leur vie en terreur permanente, où le Covid danse la smala au milieu du salon, même s'ils n'ont vu personne depuis un mois, et où les fake news se cachent derrière chaque information qu'ils n'ont pas vue aux 20h. Ce matin, au petit-déj, soupir de ma belle-mère en écoutant la radio. Oh là là, ça fait peur, comment ça va se finir tout ça ? Je lui rappelle gentiment que finalement, si nous en sommes là, c'est quand même à cause de l'incompétence de nos politiques, et surtout, parce que dans le pays du tiers-monde dans lequel nous sommes, on ne peut faire autrement que de claquemurer les gens chez eux, vu qu'on n'a plus assez d'hôpitaux ni de matériel digne de ce nom pour accueillir les malades. Et que le tissu économique était tellement déchiré depuis 20 ans qu'on peine à trouver encore une usine capable de produire du matériel médical sur le territoire national. Elle me fait remarquer que tous les pays sont un peu à la même enseigne et que bon, quand même, on a presque la chance d'être dans notre super startup nation et pas chez ce fou de Trump qui veut injecter du désinfectant dans le corps des malades. Regarder les infos à haute dose est vraiment dangereux pour la santé quand même. On dérive sur l'Europe et l'euro, et je lui suggère qu'au moins si l'un et l'autre sautent, même si on risque de manger nos morts vu l'état de déliquescence du pays, peut-être qu'au moins ça fera un choc salutaire qui nous permettra de repartir du bon pied. Bah, l'Europe c'est bien quand même, ensemble on est plus fort. Plus fort de quoi ? Bah, plus fort quoi, par rapport aux autres, tout ça, l'union fait la force, et puis tout ça quoi. Ça y est, j'ai perdu son cerveau. Elle s'est automatiquement branchée sur le canal BFM TV. Fichu syndrome pavlovien. Il suffit de dire certains mots pour se mettre en pilote automatique. Je me permets de lui rappeler alors que si nous manquons de lait aujourd'hui, c'est largement lié à la logique européiste de la liquidation du service public, de la rentabilisation des actes médicaux et de la nécessité des budgets d'être sous les sacro-saints 3% de dette. Si on n'a plus d'usine en France, c'est parce que l'Europe et la mondialisation permettent de délocaliser en Roumanie ou ailleurs, parce qu'on n'a plus le droit de mettre des taxes sur les produits d'importation à cause de la libre concurrence, et que pour faire une économie de 0,003 centimes sur les masques, autant les faire à l'étranger. J'en mets une petite couche sur la monnaie figée par la Banque Centrale Européenne qui nous empêchera d'évaluer pour donner un coup de peps à la croissance, et nous permet de sortir un peu plus vite de ce bousin. Ma belle-mère en PLS essaye quand même de reprendre pied. Mais enfin, c'est évident ce que tu dis, mais dans ce cas-là, pourquoi il n'y a personne au gouvernement qui le dit ? Ils l'ont pas vu venir ? Et je lui réponds, déjà parce que les médias racontent tous que l'Europe c'est formidable sur toutes les chaînes, et que ce qui arrive c'est jamais leur faute, et puis, il y en a. Même si c'est pas forcément ma cam, mais bon, il s'appelle Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan. Bim, à nouveau perdu la belle doche. Oui, enfin bon, faut pas tomber dans les extrêmes non plus, hein, c'est vraiment des extrémistes tout ça, et puis les médias quand même... Ma première fille vient interrompre notre passionnante conversation et permet de me tirer de ce combat sans issue. D'autant que ça me fait quand même mal d'avoir à défendre ces deux mous du bulbe qui sont tous aussi incapables que les autres de sortir le pays du gouffre dans lequel il est depuis 30 ans. En venir à être obligé de défendre Le Pen auprès de ses beaux-parents, porter le fardeau de son jacobinisme et son laïcisme ratsoc 3ème République, oh putain, il est vraiment temps qu'il se termine ce confinement. Retrouvons les actualités du jour. L'actualité de ce mardi 28 avril. Annonce. Notre Premier ministre a fait ses annonces devant l'Assemblée cet après-midi. Nous y reviendrons demain avec un peu de recul. Mais il travaille tard, le pauvre. Son compte Instagram le montrait à son bureau à minuit. Il ferait mieux de dormir, ça lui réussirait davantage. Progrès. Des chercheurs de l'INSERM et de l'Université de Paris ont lancé un numéro national Allo Covid afin d'informer et d'assurer un suivi en temps réel. Le numéro fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Comment ? Parce que c'est une intelligence artificielle qui vous répond. Vous pouvez donc lui raconter tous vos malheurs, sans trop savoir où ça va terminer. Justice. En Indonésie, les personnes qui ne respectent pas les mesures de confinement peuvent se voir enfermées dans une maison hantée. Pas sûr que ça les incite à rester à l'intérieur. Voyage. Selon un sondage, 20% des Français prévoient de partir en vacances le premier jour du déconfinement. C'est Bruno Le Maire qui ne va pas être content. Constitution. En Allemagne, la haute cour administrative bavaroise estime que la fermeture des commerces de plus de 800 mètres carrés est inconstitutionnelle. Mais elle n'annule pas les fermetures à cause de l'état d'urgence. Heureusement qu'en France, notre constitution républicaine nous protège contre tous les abus. Pauvreté. Alors que certains ne peuvent ni se nourrir ni se soigner, la fortune des milliardaires américains a augmenté de 10%.
Jeff Bezos tire bien évidemment son épingle du confinement, mais il n'est pas le seul. On attend leurs investissements dans la relance de l'économie. Retour vers le futur. Pour la première fois, de l'ADN de dinosaures aurait été extrait d'un vieux fossile. Il reste à le décrypter. On attend avec impatience l'ouverture d'un parc de loisirs. Informatique. Le numérique n'est pas toujours déconnecté du réel. Alors que le baril de pétrole s'écroulait vers les 0 $ il y a quelques jours, des traders gourmands ont acheté massivement, pariant sur une hausse. Manque de chance, les cours sont devenus négatifs. Et ils n'ont pas pu revendre pendant que la courbe descendait, leur outil informatique ne permettant pas de rentrer de signes négatifs. Ils ont donc regardé sagement leur argent s'envoler. Générosité. JDE, fabricant de café, plus connu sous le nom commercial de Jacobs, ne fait pas que pratiquer l'optimisation fiscale aux Pays-Bas. Il offre aussi des machines à café Tassimo au personnel soignant. Charité bien ordonnée, ces machines nécessitent les 2 aides de la marque. Habile. Scolarité. Notre président veut rouvrir les garderies afin de relancer l'économie. On apprend cependant que des chercheurs remarquent une augmentation notable d'inflammation sévère chez des enfants infectés par le Covid. Après les vieux, les jeunes ? Heureusement que les travailleurs sont immunisés et protégés, sinon ce serait scandaleux. C'est tout pour aujourd'hui, à demain pour une nouvelle chronique d'actu. Distance sociale dans ce premier point politique. Le propre du libéralisme est de réduire les hommes à l'état d'individus isolés et vulnérables. Cependant, le sentiment d'appartenance reste vital, et face à cela, la société moderne nous propose tout un tas de groupes de consommateurs foireux auxquels nous sommes censés nous sentir appartenir en fonction de nos critères. Les jeunes, les geeks, les skatos, les femmes, les amis des chatons, les joggers du mardi soir et j'en passe. Les militants politiques n'échappent pas à ce besoin de se regrouper en groupes de pensée. Et cela est d'autant plus vrai à mesure que leurs opinions sont radicales, donc rares et minoritaires. Les nationalistes révolutionnaires, les maoïstes, les royalistes, les trotskistes, etc. forment leurs petits groupes jaloux de leur spécificité. Il faut dire qu'on est bien entre soi, et ça permet de se construire, du moins durant un temps. Car bien vite, le groupuscule devient un safe space, au-delà duquel toute personne extérieure est un adversaire ou un concurrent. Quoi de plus pathétique que ces groupuscules aux idées relativement proches, et qui s'écharpent sur des détails théoriques n'ayant aucune résonance dans le réel. C'est ce qu'on appelle le milieu, d'extrême droite ou d'extrême gauche. Cette éternelle guéguerre de chapelle, cherchant à se justifier leur existence en s'opposant aux autres. On ne fait plus une action pour son intérêt propre, et l'impact qu'elle pourrait avoir, mais pour montrer aux groupuscules d'en face que c'est nous qu'on a les plus grosses, c'est nous les plus casus, les plus déterres. Cette attitude stérile, en plus de faciliter le travail de la police en catégorisant chaque tendance, contribue à accentuer la marginalisation de nos idées aux yeux du reste de la population, qui ne voit dans ses représentants que des timbrés qui se prennent le bec sur des idées abstraites et des slogans incompréhensibles. Vous ne voyez pas où je veux en venir ? Il y a plus d'1 an, commençait la grande jacquerie française des Gilets jaunes. Qu'ils soient d'extrême droite ou d'extrême gauche, quel milieu avait anticipé ce phénomène ? Aucun. Les groupuscules militants ont essayé de prendre le train en marche en se joignant aux manifestations. Incapables d'en saisir les motivations profondes, ou déçus par celles-ci car elles étaient bassement terre à terre, ils ont tenté d'y imposer leur slogan avec leurs gros sabots. Gilets jaunes antiracistes par-ci, Europe Jeunesse Révolution par-là. Résultat des courses, le mouvement s'est essoufflé, ne trouvant nulle part de structure organisée pouvant relayer son message sous une forme politique claire. Le milieu est un incapacitant politique qui nous isole de notre peuple. Il nous empêche de le comprendre et d'être compris par lui. Or, nous devons être dans le peuple, comme des poissons dans l'eau. Pour autant, il faut appartenir à un groupe pour se former et résister à l'isolement voulu par notre époque. La communauté se distingue du groupuscule en ce qu'elle offre une structure solide, exigeante et disciplinée à ses membres, mais reste ouverte sur l'extérieur afin de capter de nouveaux membres et actualiser son discours et ses méthodes en fonction des données du monde réel. Les bolcheviks en ont offert un bel exemple historique au début du XXe siècle. Mort au milieu et vive les communautés, tel est notre slogan chez Radio Virus. Écoutons la critique cinéma du jour. En 1906, l'officier britannique Fawcett est envoyé en mission par la Société géographique royale afin de cartographier les frontières entre le Brésil et la Bolivie. Pendant son voyage en plein cœur de l'Amazonie, l'explorateur va découvrir des traces d'une civilisation ancienne. Obsédé par sa découverte, l'homme va passer sa vie à rechercher cette mystérieuse cité.
Bienvenue dans le film The Lost City of Z, sorti en 2017 et réalisé par James Gray. Alors James Gray est l'un des meilleurs réalisateurs américains vivants. Il a notamment fait Two Lovers, La Nuit nous appartient, et plus récemment Ad Astra. Pourquoi voir ce film en particulier ? Tout d'abord, il faut dire que The Lost City of Z est un film très beau visuellement, que l'on soit dans la campagne anglaise ou dans la jungle amazonienne. Cette jungle nous est présentée comme un mystère, non pas seulement parce que le personnage cherche une cité perdue, mais surtout parce que nos protagonistes connaissent très mal ces lieux. On voit donc dans le film deux manières de filmer un environnement. Dans la campagne anglaise, la caméra n'hésite pas à nous montrer l'étendue des paysages et survole allègrement les parties de chasse des officiers anglais. On sent que le personnage de Fawcett est à l'aise dans son environnement. Dans la jungle, c'est le contraire. La caméra accompagne systématiquement les personnages et ne les quitte presque jamais. Elle reste au plus près d'eux. Car nous, spectateurs, sommes comme les héros du film. On ne sait pas ce qu'il y a derrière la verdure. Il ne faut pas s'attendre à voir un grand film d'aventure servi par des scènes d'action dantesques. The Lost City of Z nous montre un voyage compliqué dans des terres hostiles où l'on peut mourir de maladie, de fatigue, de faim ou encore d'une attaque d'Amérindiens. Les acteurs du film sont saisissants. Le Major Fawcett est joué par Charlie Hunnam, acteur principal de la série Sons of Anarchy, et on peut noter aussi la présence de Robert Pattinson, excellent acteur qui enchaîne les rôles improbables depuis qu'il a quitté la saga Twilight. La musique est signée Christopher Spellman, un compositeur habitué des films de James Gray. Il nous offre ici une belle musique qui accompagne bien le film. Elle rend les scènes de voyage en Amazonie envoûtantes et participe au mystère de la cité perdue. Mais le réalisateur ne fait pas que nous montrer les différents voyages de l'explorateur. Il nous montre aussi son combat en Angleterre pour trouver des financements et des soutiens scientifiques, mais aussi et surtout sa vie de famille. Comment ses enfants vivent l'absence de leur père et comment sa femme voit son mari devenu obsédé par cette cité d'or. C'est ce qui nous fait relativiser sur ses voyages. On est heureux de le voir accomplir ses grandes aventures, mais qu'en est-il de sa vie de famille ? Vous l'aurez donc compris, on n'est pas face à un film d'aventure comme les autres. Je ne sais pas si j'ai besoin de faire un commentaire sur la reconstitution historique. On peut dire en tout cas qu'il y a une réelle volonté de rendre le film réaliste, que ce soit par les décors ou les costumes. Les scènes tournées en Amazonie ont été réellement tournées dans la forêt amazonienne, tant le réalisateur voulait nous faire ressentir l'ambiance visuelle et sonore de cette forêt. Seul bémol du film, la scène de discours du personnage principal face à la communauté scientifique qui m'a semblé hors de propos et totalement anachronique. Heureusement, ce n'est pas le cœur du film. Je vous invite donc fortement à voir ce petit chef-d'œuvre et à vous pencher sur la filmographie de James Gray. Poursuivons en musique. Si vous aimez les groupes comme Xanaragal, Rome ou encore Death in June, vous connaissez sûrement Dernière Volonté. Pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est un groupe de musique français fondé dans les années 90. C'est difficile de leur attribuer un genre parce que leur style a beaucoup évolué au fil des années, mais pour faire court, disons qu'ils sont généralement considérés comme un groupe de dark folk, qu'il y a toujours un côté assez martial dans leurs morceaux, ainsi qu'un ton très mélancolique. Il faut également noter qu'absolument tous leurs morceaux sont en français, ce qui est assez admirable à l'heure où de plus en plus d'artistes musicaux francophones optent pour l'anglais pour rentrer dans le moule. Pour moi, l'un de leurs plus beaux morceaux, et bizarrement l'un des moins connus, est Sous l'arbre de la vie, tiré de l'un de leurs meilleurs albums, Pris pour moi. Nuages sculptés d'un crâne, observe et se disperse, fantôme hivernal ou noirceur de l'hiver, mes poumons s'en relâchent, se vident de travers, remontant les horloges, en comptant à l'envers, et chaque souffle au cœur me rappelle l'éphémère, sans qui la moindre trace perdrait de sa faiblesse, et chaque éternité est une étreinte de braise, portée par les tourmentes et des rêves prophètes. Nuages sculptés d'un crâne, observe et se disperse, fantôme hivernal ou noirceur de l'hiver, mes poumons s'en relâchent, se vident
de travers, remontant les horloges, en comptant à l'envers, et chaque souffle au cœur me rappelle l'éphémère, sans qu'il la moindre trace perdre de sa faiblesse, et chaque éternité est une étreinte de braise, portée par les tourmentes et les rêves prophètes. Retour à l'émission et au deuxième point politique. L'égalité ou légitimité? Vieux débat que celui-là, aussi vieux que Créon et Antigone. Rappelez-vous vos années de lycée. Le frère d'Antigone, Polynice, jugé comme traître par son oncle le roi Créon, est privé de sépulture. Antigone est surprise par les gardes en train de le recouvrir de terre et est condamnée à être emmurée vivante. Créon représente la légalité. Il défend la loi et l'ordre public. Antigone défend la légitimité, la loi non écrite qui veut que tout homme ait droit à une sépulture décente. Le débat est éternel. Qu'est-ce qu'une bonne loi? Qu'est-ce qu'une loi juste? Doit-on désobéir à des lois iniques? Et si oui, quels sont les critères pour juger qu'une loi l'est? Sur ce qu'est la loi, deux visions s'opposent. Les positivistes considèrent que la loi s'écrit tous les jours et peut être appelée à changer en fonction de l'évolution du monde. C'est le courant dominant dans notre monde d'aujourd'hui. Le mariage pour tous, l'avortement, l'euthanasie étaient interdits par le passé, mais sont autorisés aujourd'hui parce que le monde a changé. S'ajoute souvent à cette notion l'idée progressiste qui veut que le monde d'aujourd'hui est mieux qu'hier et moins bien que demain. Ainsi, les lois évolueraient dans un sens toujours plus libéral, accompagnant le monde vers son âge adulte. C'est la théorie du cliquet qui veut que lorsqu'une loi sociétale est votée, il n'est théoriquement plus possible de revenir en arrière. C'est un argument de pure autorité et qui peut être contredit par l'histoire pour peu qu'on lui laisse le temps de s'exprimer. Les naturalistes considèrent que les lois morales, comme celles de la physique, précèdent l'homme et sont immuables. Ainsi, des actes seront toujours bons ou mauvais, quel que soit le lieu et l'époque. La loi stipulée n'étant là que pour protéger ou condamner en cas d'infraction. C'est notamment le cas de la morale chrétienne, qui imprima une fois pour toutes dans le décalogue les bases de la loi naturelle. Le meurtre, le vol, la tromperie sont définitivement condamnés. Ces règles permettent une vie en société, car la loi est par essence liée à la gestion de la cité. Mais alors, comment définir ce qu'est la loi naturelle? Quel est le critère pour juger s'il est légitime de s'opposer à une loi légalement votée ou instaurée par l'État? Aristote définit la loi naturelle en ce qu'elle participe à l'ordonnancement de la vie bonne, c'est-à-dire qu'une bonne loi est une loi qui permet à l'homme d'accomplir sa nature, c'est-à-dire d'accomplir ses fins spirituelles et temporelles. Tout ne réside pas dans la loi, et encore moins dans les lois écrites. La décadence d'un peuple se juge d'ailleurs à l'épaisseur de sa législation. Un peuple homogène, sûr de lui, n'a pas besoin qu'on lui dicte sa loi. Il sait ce qui est permis et défendu, juste et injuste. Les instances sont là pour arbitrer les aléas et les conflits personnels. C'est lorsque le peuple doute que les autorités légales ne sont plus légitimes que l'on voit apparaître des lois iniques, et que l'on tend peu à peu vers un despotisme de plus en plus visible. Il est indispensable de ramener la problématique de la légitimité au bien commun, c'est-à-dire l'épanouissement de l'homme dans sa plénitude, corps et âme. Dans un monde éloigné du bien commun comme le nôtre, où les politiques ne défendent que leurs prébendes, où les agents dits de l'ordre ne sont que des agents du désordre, il est vital de bien faire la distinction entre ces deux notions, qui peuvent recouvrir des éléments identiques dans un monde juste, mais qui sont devenus presque partout antinomiques dans notre société orwellienne. Peinture dans cette nouvelle rubrique culture. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du fameux tableau Les Romains de la décadence, réalisé par Thomas Couture en 1847, et actuellement exposé au musée d'Orsay. 3 années furent nécessaires à Thomas Couture pour achever Les Romains de la décadence, dont les dimensions attestent de la haute ambition artistique.
Il voulait que son tableau suscite le renouveau de la peinture française, et se réfère donc pour cela, sans grande originalité, aux maîtres de la Grèce antique, de la Renaissance comme Raphaël et de l'école flamande. L'œuvre appartient au genre de la peinture d'histoire, jugé le plus noble au XIXe siècle, tout comme au XVIIIe. Cette peinture doit donc représenter des actions humaines et en extraire un message moral. Celui-ci est explicité par Couture lui-même, qui cite dans le livret du salon de 1847 où le tableau est exposé, 2 vers de Juvénal, un poète romain né en 55 et mort en 140 après Jésus-Christ. Plus cruel que la guerre, le vice s'est abattu sur Rome et venge l'univers vaincu. Au centre du tableau, Couture a placé le groupe des débauchés, des épuisés, des abusés ou buvant et dansant. Au premier plan se tiennent 3 hommes qui ne participent pas à cette bacchanale. À gauche, un garçon mélancolique, assis sur une colonne, et à droite, 2 visiteurs étrangers qui posent sur la scène un regard réprobateur. Enfin, au-dessus de l'ensemble, des statues antiques semblent condamner également l'orgie. Au-delà de l'illustration d'un texte ancien, Couture fait allusion à la société française de son temps. Il critique la décadence morale de la France de la monarchie de Juillet, dont la révolution arrivera l'année d'après. Il critique la classe au pouvoir, qui a longtemps été discréditée par une série de scandales. Ce tableau est donc une allégorie réaliste, et d'ailleurs les critiques d'art de 1847 voyaient dans ces romans les Français de la décadence. Échappée du jour. À Radio Virus, on s'est rendu compte d'une chose. Vous préférez largement visiter de superbes châteaux plutôt que des montagnes. Et comme on adore nos auditeurs, on vous propose aujourd'hui la visite d'un château peu connu de la vallée de la Loire. Et là, vous allez dire qu'on en a déjà parlé, la vallée de la Loire. En même temps, c'est pas de ma faute si c'est là qu'il y a le plus de châteaux au mètre carré en France. Bref, partons à la découverte du château de Montpoupon. Mignon comme nom, hein. En fait, ça vient d'un nom de clan de guerre germanique, les Poupons. Vous vous y attendez pas, hein. Et puis comme ce clan s'est établi sur un mont, voilà le mont Poupon. Pour le côté historique, si ce château est placé là, c'est parce que c'était un point stratégique dans la lutte entre Foulques, comte d'Anjou, et Eudes Ier, comte de Blois. Et un jour, Foulques, ce grand pêcheur, décide de partir en croisade pour expier ses crimes, mais ce galopin de Eudes va piller les terres de ce premier. Et donc Foulques décide de venir lui mettre chiquette, et il commence par établir une forteresse sur la butte de Montpoupon. Aujourd'hui, les vestiges de ce passé médiéval sont encore visibles, notamment avec le majestueux donjon. Ensuite, durant la guerre de 100 ans, il a pris cher, et il fut restauré à la Renaissance avec de riches décors muraux, les façades médiévales, encore intactes, furent percées de fenêtres et furent embellies par des sculptures. On peut également visiter les différentes salles ajoutées lors de cette restauration, notamment la chambre royale où aurait séjourné François Ier. On peut aussi voir la salle des arbalétriers. Cette salle voit d'ailleurs le jour en 1523, lorsque le seigneur du château, Aymar de Prie, obtint la charge de grand maître des arbalétriers, l'une des plus importantes charges de la couronne. Le grand maître des arbalétriers avait le commandement de tous les gens de pied et avait l'intendance sur les officiers qui avaient la charge de la machine de guerre avant l'invention de la poudre et de l'artillerie. Cette fonction fut supprimée à la mort d'Aymar de Prie, son importance ayant été diminuée par la nomination d'un grand maître de l'artillerie. Vers la fin du XVIIIe, les seigneurs entreprennent une restauration des poutres et des étages. Le marquis de Tristan, alors propriétaire, décida de créer un jardin à la française, chose faite partiellement en raison de la Révolution, qui d'ailleurs a un peu foutu le bordel dans la baraque. La chapelle fut d'ailleurs rasée, les statues défoncées, tout ça. Aujourd'hui, on peut encore visiter le parc, où les promenades sont d'ailleurs très agréables en soirée. Les appartements sont également ouverts au public, depuis quelques années. Si vous êtes passionné de chasse, je vous encourage à aller visiter le musée de la vénerie, musée établi dans quelques salles du château. Si vous êtes chanceux, vous pourrez aussi voir les départs des équipages pour la chasse à courre, car les terres de Montpoupon sont fortement réputées pour l'excellent gibier qu'on y trouve. Alors n'attendez plus et foncez à Montpoupon. Enfin, directement après la fin du confinement. Prophétie robotique dans la rubrique littéraire du jour. Première loi. Un robot ne peut atteindre à la vie ou la santé d'un être humain. Deuxième loi. Un robot doit obéir à un être humain, sauf en cas de torse à la première loi. Troisième loi. Un robot doit se protéger, sauf si ça doit contredire la première et deuxième loi. Je sais. Vous pensez que ce texte va être une de ces diatribes sur le transhumanisme, l'IA hostile et l'invasion des robots du futur. Une partie de jeu de go nucléaire entre l'IA et l'homme. Ces aspects sont connus et parfaitement traités depuis au minimum la créature de Frankenstein et sa création qui se retourne contre son créateur. En réalité, il n'y a pas besoin que le système informatique global se détraque ou qu'une super IA atteigne la conscience spontanée pour qu'un système soit à terme néfaste.
Je vous propose donc d'explorer, le temps de ce document, ce qu'on pourrait nommer la décadence technologique. Il est important de sortir momentanément de la littérature de la révolution conservatrice et de se replonger dans la littérature traditionnelle qui a forgé le monde moderne et y retrouver un discours et une lecture cachée. Je parlerai assez largement de l'œuvre d'Asimov, Le cycle des robots. Asimov est un auteur extrêmement connu qui a posé les bases de la science-fiction, mais aussi, dans une certaine mesure, celle de la science moderne. Le passage que je vous ai cité, en introduction, vous l'avez reconnu. Et pourtant, vous n'avez peut-être jamais lu cette série de romans. Pourquoi lire les robots? Les robots est un moratoire sanglant de la mainmise de la technologie sur les civilisations humaines. La même technologie parfaite des robots serviteurs, protecteurs et compagnons fidèles et infaillibles. Au travers d'enquêtes criminelles sur plusieurs colonies ayant adopté des politiques et cultures différentes autour des robots, vous suivez les affaires d'un inspecteur de chair et de sang et son acolyte au cerveau positronique. Sur Terre, les robots primitifs et simples sont relégués aux usines et mines. Les hommes aux raffineries et cultures alimentaires dans d'immenses cités ruches souterraines surpeuplées. Le terrien y est agoraphobe et n'est pas à l'aise en cas d'isolement prolongé. Les robots y sont mal vus et peu appréciés, mais leur travail en toile de fond est vital au bon fonctionnement de la fourmilière humaine. Quota classe, vie hyper-communautaire où une salle de bain privée est perçue comme un privilège pour les uns et une source de honte pour ceux en bénéficiant, citoyenneté exacerbée, liberté individuelle limitée et découragée. Dit Orwell qui ne dit pas son nom. Sur les colonies, la philosophie est tout autre et l'on compte plusieurs centaines de robots pour un seul être humain. Leur science et leur technique prolongent la longévité des habitants de plusieurs siècles. Les relations sont tantôt libérales et libérées, l'originalité sexuelle et l'hédonisme y est grandement promu pour meubler cette longévité lassante. Le meilleur des mondes avant l'heure. Une colonie où le ratio robot-homme dépasse la moyenne de 10 000 robots par habitant, tous immenses propriétaires terriens à la tête de continents entiers, ceux-ci ont développé un degré de misanthropie tellement exacerbé qu'ils ne supportent pas la proximité de leurs concitoyens. En effet, les interactions entre leurs robots domestiques, avec leurs robots domestiques est plus sûre et sécuritaire, régis qu'ils sont par les 3 lois. L'humanité, elle, est imprévisible. Ainsi nous y trouvons un outil innovant et universel, doux comme un agneau, subissant jusque dans ses puces le déplaisir de ses maîtres, et 3 exemples de sociétés humaines dépendant au dernier degré de cette technologie qui semble subvenir à tous leurs besoins. Les premiers, entassés dans leur cité ruche, incapables de ressortir, enclavés dans un carcan sociétal, dans un repli sur eux-mêmes, ignorant jusqu'à la surface de leur propre planète. Les autres, vautrés dans une hédonisme complet, trop attachés à leur espérance de vie, à leur confort pour sortir de leur société trop confortable. La troisième, tellement extrêmement dépendante et dégoûtée de leurs propres congénères, qu'ils ne parviennent qu'à peine à se maintenir à une population stable de vieillards qui trompent la mort à grands coups de médecine gériatrique. Pas d'IA sociopathe, pas de Skynet mégalomane, pas de robot prenant conscience de lui-même et tuant son maître. Non, des petits meurtres minables perpétrés par des humains pour des raisons crapuleuses et passionnelles. Et des sociétés engluées dans leur dépendance technique, qui compensent leur grave décadence, trop dorlotées d'une manière ou d'une autre, leur décadence les amèneront inéluctablement à leur extinction. Et le pire, c'est que quand on trouve enfin un robot qui complote contre les humains, c'est pour les sauver d'eux-mêmes, pour les pousser à se passer de leurs serviteurs. Isaac Asimov est l'un des plus grands auteurs de l'ASF de son époque. Il portait le flambeau avec Barjavel et Orwell. De lui, il est difficile de prétendre faire de la politique sans avoir lu Les robots et les romans de la Fondation. Mais là, c'est presque une autre histoire. Vos possessions finissent par vous posséder. Retrouvons l'éphéméride du jour. Éphéméride du 28 avril. 28 avril 1761. Naissance de l'une des saintes patronnes de la France. Marie Harel, quoique moins connue que Sainte Thérèse ou Sainte Jeanne d'Arc, n'en est pas moins importante. En effet, plusieurs mythes lui attribuent l'invention du fromage de camembert. Et ça, franchement, ça vaut bien toutes les victoires contre les Anglais de la Pucelle. À la différence des 2 autres, il n'est nul besoin de la prier pour sauver la France. Il suffit d'avaler un bon morceau de clacos. Alors, bon appétit. Sans aucun rapport avec la sainteté, le 28 avril 1908, c'est aussi le jour d'anniversaire de la naissance d'Oskar Schindler. Juste parmi les nations, parce qu'apparemment, il était très fort pour faire des listes. 28 avril 1937. Naissance de Saddam Hussein
Abd al-Majid al-Tikriti, qui, contrairement au bon Oscar, n'a jamais été honoré du titre de juste parmi les nations par l'État d'Israël. Quoique. Pour tous les aficionados de Domino Day, le 28 avril est jour de grand deuil. En effet, Gavrilo Princip meurt le 28 avril 1918, quelques mois avant la fin de la guerre qui l'aura déclenchée. Le plus grand chuteur de domino de tous les temps aura réussi à faire choir toute la civilisation européenne dans les ténèbres d'un seul coup. Pour avoir assassiné l'archiduc François Ferdinand, il sera emprisonné dans une geôle sans toit, car étant âgé de moins de 20 ans, selon les lois austro-hongroises, il ne pouvait être exécuté. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous appréciez cette émission. Continuez à nous suivre et à partager. Je vous dis à demain et je vous laisse la blague du jour. Vous savez comment on fait la soupe au corbeau? Ouais. On prend un corbeau, ouais. On le plume, on le zigouille, on va pas le... Bon, ouais. On le vide, on le plume, on prépare un petit bouillon, on met des épices, on met quelques carottes, un petit bouquet garni, un poireau. Bon, on met le corbeau et on met un fer à repasser. On fait bouillir et quand le fer à repasser est mou, on peut manger le corbeau.